Chers amis, on va commencer. Je vais commencer par vous remercier d'avoir honoré de votre présence l'organisation de cette réunion. Dans des conditions assez difficiles aujourd'hui, puisqu'il a plu pratiquement, il va pleuvoir toute la journée. Donc je vous remercie et puis j'espère qu'on va continuer à avancer dans la thématique aujourd'hui qui est celle des institutions. Donc je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais passer la parole à M. Miayuku qui va vous expliquer l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et je tenais aussi à remercier Mme Emeniali Mambou, ancienne ministre de la République, et aux fonctionnaires pour le compte du Congo dans les institutions internationales comme l'UNESCO. Donc elle ne va pas rester longtemps parmi nous. Elle a des obligations. On va lui donner rapidement la parole lorsqu'elle sera prête. Et puis ensuite, on pourra commencer le tour de table. Alors, bonjour tout le monde. On se réjouit vraiment de la présence qualitative autour de cette rencontre qui a pour but de parler en réalité de la séquence transition institutionnelle, en fait la façade institutionnelle de ce qui nous préoccupe. Je crois que le titre est connu, il y a plus grand monde qui s'interroge pourquoi nous le disons. Nous le disons parce que nous souhaitons d'abord ici, nous souhaitons d'abord anticiper, lorsque nous faisons nous voulons anticiper le changement systémique véritable sur la base d'un projet national. Pourquoi le projet? Parce qu'il nous faut anticiper réellement sur la refondation institutionnelle, économique, sociale et morale de la République. Nous en parlons aujourd'hui. Il y en a qui nous accusent de mettre la charrue avant les bœufs, mais nous considérons que c'est important que tous ensemble, on anticipe cet aspect de problème. L'autre problème, c'est de rassurer, à travers ce projet, rassurer. Pour rassurer, il nous faut convaincre sur la nécessité d'un changement inclusif maîtrisé. Il nous faut rassurer, convaincre ceux qui doutent de la nécessité de réfléchir et d'avancer ensemble, afin surtout de lever les freins psychosociologiques et à vaincre la peur du lendemain. Vous connaissez le poids de tout ce qui habite aujourd'hui les Congolais qui hésitent, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Le tout devait permettre de mobiliser. Mobiliser d'abord en termes de partage des objectifs de changement attendus, en termes de désir de changement, mais également, surtout, contribuer à l'éclosion de ces nouvelles pistes de mobilisation populaire et citoyenne, à l'échelle locale, et pourquoi pas au sein des diasporas. Alors, tout ce que nous allons voir aujourd'hui a été, normalement, c'est le résultat de des conclusions de la rencontre introductive du 26 octobre dernier. Cette rencontre que nous avons eue avait permis d'identifier 6 piliers, certainement pour l'essentiel, mais il y a d'autres autour de ces piliers, il y a certainement des sous-thèmes que nous pouvons développer, mais il y avait 6 piliers qui étaient identifiés comme essentiels pour essayer de réfléchir utilement à la question de la transition. Il y avait la question des institutions, la question de la justice transitionnelle, la question de la refondation de la force publique, donc les forces armées, sécurité et autres. Il y avait les questions de la gouvernance publique, économique, financière, sociale, mais celle de la gestion des ressources humaines. Il y avait aussi la problématique des mesures urgentes. Lorsqu'on rentre, pour réparer un peu, il faut des mesures urgentes. Ces piliers devront faire l'objet d'une table ronde thématique spécifique. C'est ce qui nous amène à la table ronde d'aujourd'hui. Alors, la table ronde d'aujourd'hui devait nous permettre, en récapitulant ce qu'on a déjà fait dans le passé, c'est-à-dire que mise en place du projet de présentation des objectifs, c'est ce qu'on a fait le 26. La première table ronde inaugurale a permis de faire ce que vous lisez. Aujourd'hui, on amorce la tenue des tables rondes thématiques, le point 3, qui devrait, au bout de tables rondes thématiques sur les différents thèmes que nous avons évoqués tout à l'heure,
on devrait être capable, d'ici 3 mois, à avoir une conférence finale de restitution des travaux, dans la perspective d'adopter un livre blanc. Alors, la table ronde d'aujourd'hui, particulièrement, s'articule autour de 3 points majeurs. D'abord, que chacun puisse contribuer à expliquer, à donner ses préoccupations, ou à faire une lecture un peu critique de l'existant. Ensuite, proposer, faire des suggestions qui aideraient à comprendre en quoi on peut aller vers un consensus. Et tout cela devrait faire l'objet en fin de séance d'une synthèse des grandes orientations qui seraient dégagées. Et pour cela, nous avons la contribution d'un certain nombre de camarades ici qui seront, pour l'essentiel, des contributeurs, qu'on appelle contributeurs experts, parce qu'ils vont aider à la structure. Au terme des travaux, naissent des groupes de travail. Il y a un groupe de travail qui s'appellera groupe de travail institution, qui, à partir d'aujourd'hui, quand on sort de là, qui va poursuivre l'approfondissement des questions que nous aurons tous retenues comme grande orientation. Le groupe de travail va travailler jusqu'à la conférence finale. Le groupe de travail fera des propositions structurées qui permettront à la conférence finale de restitution de discuter, d'adopter. Donc voilà pour l'essentiel, l'économie du sujet. Les motivations, vous le trouvez dans les fiches qui vous sont distribuées, une fiche de travail qui donne un peu quelques lectures. C'est juste synoptique. Vous avez un petit questionnaire qui vise à simplement récapituler les choix que les gens expriment sur les institutions. Donc, nous n'avons pas de précaution particulière. La parole est libre, sous la modération de Wilfried Damnou. La parole sera libre. Chacun va donner son regard de la situation, esquisser les grandes lignes des institutions, en sachant que les institutions se confondent assez souvent avec les questions de forme d'organisation de l'État. La séance d'aujourd'hui nous permettra de parler d'abord des priorités des institutions politiques qu'on retrouve habituellement dans les constitutions. La forme d'organisation de l'État, vous pouvez en parler, mais fera l'objet le 7 décembre de la deuxième table ronde sur les institutions, parce qu'on a vu que ça nécessite beaucoup de temps. Et la deuxième table ronde du 7 décembre sera consacrée particulièrement à la problématique de la forme d'organisation de l'État. Là, on pourra discuter en profondeur des questions des collectivités locales, collectivités territoriales, toutes ces questions des compétences des régions, des départements, tout ça, on en discutera plus largement à la table ronde du 7 décembre. Aujourd'hui, nous vous invitons donc à participer, à essayer d'avoir une architecture institutionnelle ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter, ou qu'est-ce qu'il faut inventer pour qu'on ait une constitution ou des institutions qui répondent à notre désir de restauration de la démocratie, d'une démocratie. Oui. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité. Je dois dire une chose, c'est qu'au lendemain de 97, il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens. Et tous ceux qui étaient actifs dans les premières années, c'est-à-dire 98, 99, pour ceux qui étaient actifs dans les premières années, notamment en 98-99, avec notamment, disons, un colloque spécial qui s'était passé à la salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale, comprendront que, franchement, au bout d'un certain temps, on se disait que c'est déjà du déjà vu. Donc, si à titre personnel, j'ai accepté, parce que j'ai décliné mon nom d'invitation qui se faisait après, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que cette fois-ci, ce n'était pas pour la création d'une organisation politique. Parce que l'impression qui ressortait, c'est que le plus souvent, tout ce qui était organisé était utilisé par ceux qui l'initiaient pour leurs ambitions personnelles. Donc à ce moment-là, je pense, la leçon que j'avais tirée, je pense avec moi d'autres, c'était qu'il ne fallait plus servir de marche-pied à certaines ambitions.
Donc, merci pour l'invitation et puis à ma façon de présenter donc rapidement de donner l'aperçu de ce qui est attendu. Je commencerai par, si vous voulez, une petite anecdote, deux anecdotes. Nous sommes en 91, donc la conférence nationale est en train de se tenir à Paris. Je suis à Bordeaux à ce moment-là et je suis avec un aîné collègue que certains doivent connaître ici, au nom de M. Jean-Claude Madeleine. Et il est à Bordeaux pour la préparation, il n'est plus avec nous, il est à Bordeaux pour la préparation de ce concours d'agrégation et comme ça, au cours d'un petit déjeuner, je lui dis, écoute Jean-Claude, est-ce que nous ne pouvons pas nous passer du président de la République, qui n'est qu'un aspect des institutions, mais qui est l'aspect essentiel en fait quand on parle des institutions. Ce n'est qu'une intuition que j'ai à ce moment-là. Il me dit, oui, essayez d'expliquer, je lui pose la situation, et il me dit, mais c'est que lui qui l'a abordé, mais les choses sont déjà lancées. Au Congo, chacun a déjà sa petite idée, et disons, de ce qui va se faire à la fin de la conférence nationale. Donc, je ne suis pas sûr qu'en disant aux Congolais qu'ils ne vont pas aller élire un président, que ça puisse passer au Congo. Donc, là-dessus, il n'y avait plus débat. Mais il m'a dit, ce qui est sûr, c'est que si les élections se déroulent normalement, je ne suis pas sûr que les Congolais puissent élire M. Sassou Nguesso. Nous sommes au mois d'avril, mai. Il rentre à Brazzaville et puis un mois après, je rentre moi-même à Brazzaville. Quand j'arrive, M. Makunziolo, que la plupart connaissent ici, qui était donc doyen de la faculté, je peux dire, mais en fait, il était directeur, puisqu'à ce moment-là, c'était encore le lycée Jacques, qui était donc directeur du lycée Jacques, vient d'être nommé président de la commission constitutionnelle. Je reprends la même problématique que j'ai eue avec Jean-Claude auprès de M. Makunziolo. Je lui dis, monsieur le directeur, c'est comme ça que je l'appelais, est-ce que franchement nous ne pouvons pas nous passer du président de la République? Il me dit pourquoi, je lui explique les mêmes raisons, je lui explique que je ne suis pas sûr que ça nous réussisse. Après m'avoir écouté attentivement, il va me dire, Félix, d'abord je dois te préciser quelque chose. Je ne suis pas le degré de la Constitution congolaise. Je n'ai pas les mêmes livres. Il me raconte des circonstances dans lesquelles il a été nommé président de la commission constitutionnelle, à partir de 92. Il me dit que M. Mbemba, Martin Mbemba, qui est à ce moment-là ministre de la Justice, l'a appelé pour lui dire qu'il voulait le nommer donc président de la commission constitutionnelle. Et il lui a dit pourquoi moi, c'est lui qui parle. Et M. Mbemba, qui est ministre de la Justice, m'a dit que oui, si ce n'est pas vous, ben, j'ai bien peur que la transition n'aille pas jusqu'au bout. Parce que le PCT nous accable déjà de tout, et notamment que, lui aussi, le pôle aurait pris tous les pouvoirs. Il a donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et le quatrième pouvoir, les médias. Si à la commission constitutionnelle on nomme un président qui n'est pas originaire du pôle, la transition n'ira pas jusqu'au bout. Donc voilà les raisons pour lesquelles me dit dans le rapport que il est nommé président de la commission constitutionnelle. Et il accepte donc et en même temps tient compte des limites qui sont fixées en disant qu'au niveau de la conférence nationale, la trame, la charpente soulevée de la prochaine constitution est déjà faite. Donc en fait, c'est un travail uniquement du technicien qui lui est demandé, c'est-à-dire donc de donner en quelque sorte la chair à une nouvelle constitution. Et donc par rapport à la question que vous me posez, que je venais donc de poser, il me dit Félix, j'ai bien compris ce que tu dis, mais c'est lui qui parle. Si je peux me permettre de donner un conseil, parce que je sais que tu étais comme celui qui me dit comme ça, je risque d'avoir des problèmes. Et je dis quel problème? Ben oui, parce que il vient d'arriver de Bordeaux, tu ne sais peut-être pas, mais les gens de chez toi ont déjà choisi leur président. Et à 100%, ils sont convaincus qu'il faut que ce soit M. Lissouba qui soit élu.
Je lui dis, mais moi j'étais avec notre collègue, il m'a dit que à peu près la même chose, mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a toutes les chances que Milongo soit élu président s'il se présente. Voilà. A posteriori, quand j'essaie donc de voir, disons, ce qui s'était dit, je me disais qu'en fait, il y avait des risques, effectivement, nous ayons des problèmes. Le président Missouba est élu. Nous voyons bien ce qui se passe après. Ce n'est pas encore le moment, donc je ne vais pas développer cela. Ce que je vais dire, c'est ceci. C'est que ce qui n'était qu'une intuition après m'a permis d'approfondir la réflexion qui a fait l'objet d'une communication que certains ont déjà lue, par moi, que j'ai faite au 7e congrès, disons, du droit constitutionnel en 2008, qui était réservé aux 50e de la 5e République française. Donc, ce qui était intuition était développé. Finalement, j'ai la conviction que, mine de rien, intuitivement, j'avais vu juste. Et je ne suis pas sûr que nous soyons déjà au bout des surprises. En pensant que, finalement, on a tiré les leçons de ce que nous avons vécu. Et finalement, quand j'essaie de regarder ailleurs, ça y est dans d'autres pays, je me rends compte que, aussi bien en France, aux États-Unis qu'ailleurs, dans ce qu'on appelle les grandes démocraties, quand on arrive à des grands rendez-vous, en fait, des années avant et parfois des décennies, les gens ont eu à réfléchir à tout ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, ce qui s'est passé en 1991 chez nous, nous a en quelque sorte tombé dessus. Les stratégies qui étaient élaborées par les politiques, c'était des stratégies de conquête du pouvoir, mais pas des stratégies de réflexion sur le pouvoir. Donc, je dis, il est peut-être temps que, au lieu, disons, de se dire qui va être élu, comme on se pose la question essentielle et pénale qui va être la suivante: est-ce que cela vaut la peine de faire comme les autres qui, avant d'y arriver, avaient réfléchi? Est-ce que cela vaut la peine de faire comme les autres? Ou plutôt, disons, de s'attarder un peu plus sur la réflexion du pouvoir et notamment, disons, du chef de l'État, du président. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, moi j'ai accepté ce rendez-vous. Une autre raison qui fait que j'ai dit oui, parce que je dois l'avouer, au départ, quand notre compatriote Minoua et Alexis m'en parlent, je me suis un peu réservé pour la raison d'abord que vous avez dit au départ, mais aussi parce que, oui, je me disais, oui, c'est peut-être, disons, un colloque, une réunion parmi tant d'autres. Donc, la raison, c'est parce que, disons, j'ai suivi, en différé bien sûr, le détail de tout ce qui s'est dit. J'ai apprécié pas mal de choses, notamment cette petite expression, disons, de notre ami Mialoukou que j'ai aimé, une idéologie de la libération. C'est important. Il n'a peut-être pas détaillé, mais moi, j'ai bien aimé l'expression. Je me dis souvent, enfin, les Congolais, notamment la diaspora, se sous-estiment peut-être. Dans la diaspora, il y a des gens qui sont formés. Ils sont très formés. Ils sont peut-être plus formés que les Congolais qui ont dirigé, disons, ce pays au début des indépendances. Nous avons notre maman qui est là, qui en sait plus que nous, mais moi, je regarde seulement, je me dis, mais enfin, il y avait combien de personnes formées à ce moment-là? Pas beaucoup. Je raconte une anecdote, disons, d'un ami qui m'est très proche, qui s'appelle William Ota. Il me raconte cette anecdote. Je ne vais pas vérifier, mais il n'avait pas de raison de mentir. Il me dit, petit frère, le Premier ministre, M. Pascal Lissouba, vient donc d'annoncer en conférence de presse la formation du gouvernement. Et j'ai levé mon doigt, je lui ai posé la question suivante. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas satisfait de votre gouvernement. Et il m'a répondu, c'est lui qui parle, il m'a dit pourquoi. Et je lui ai dit, mais je ne trouve personne de chez moi, je ne trouve aucun métier dans ce gouvernement, comment voulez-vous que moi je puisse être d'accord avec ce gouvernement? Il m'a dit, Pascal Lissouba m'a dit,
c'est pas compliqué, monsieur Ota. Présentez-moi tout de suite quelqu'un qui a la licence et je le nomme sur le champ ministre. Et il me dit avec son accent particulier, petit frère, il n'y avait aucun ministre Mbeki. Il n'y avait aucun licencié Mbeki. Aucun. Donc ça montre effectivement les difficultés, ou disons les lacunes des cadres formés à ce moment-là. Donc je suppose que entre le milieu, disons, des années 60 et maintenant, il y a énormément de gens formés et que ces gens-là, je vais dire la diaspora ou tout simplement, disons, nos compatriotes qui sont au niveau local, peuvent réfléchir sur ce que, disons, notre cher Niaïkou a appelé donc l'idéologie de la libération. Moi, je suis sûr, je ne cesse de le répéter, ce n'est pas la première fois que je le dis, les Congolais ont les moyens de trouver une solution à ce qui se passe au Congo. J'en suis convaincu. Ils ont les moyens intellectuels, ils ont toutes les qualités pour mettre un terme à cette situation. De telle sorte que même les soutiens du pouvoir de Brazzaville puissent se rendre à l'évidence en constatant que, effectivement, ils ne peuvent pas continuer comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était pour dire d'abord que j'ai aimé cette expression-là. Un autre collègue, donc un autre compatriote, en la personne du Népal, de Calix Bamiafuna, a dit oui, malgré tout ce que vous pouvez faire ici, il faut le saisir l'Élysée. L'idée n'est pas mauvaise, mais ça a double tranchant. Si on devait saisir l'Élysée, il faut que l'ensemble, il y a du sérieux, il y a du fond, pour montrer que nous sommes déterminés, que nous ne sommes plus la génération des années 60, ni même des années 70 ou 80. Mais ça également, je suis sûr que c'est à notre portée. C'est à notre portée. Nous pouvons rien que par, disons, cette réunion, cette assemblée, ce colloque, démontrer que c'est en connaissance de cause que nous entreprenons ce que, effectivement, nous sommes en train de faire et qui peut faire l'objet, effectivement, disons, d'une notification auprès des lycées. J'en ai entendu d'autres soulever, je pense que c'est le compatriote, ça m'avait frappé de dire, mais enfin, si on le regarde plus, je vois le MCDDI, le premier MCDI s'en va, mais qui le suit, ce sont ses enfants. Il dit, je vois le PCT, lui, ce n'est plus une affaire de parti, c'est une affaire de, disons, de fiston. Il dit, je vois, disons, le RDPS, c'est le fiston. Et on peut le multiplier. Moi-même, j'ai fait une réflexion sur les dernières législatives. Qu'est-ce que je constatais? Je constatais qu'effectivement, il est en train de mettre au Congo des dynasties autocratiques. Des dynasties autocratiques. Pas seulement au niveau, disons, de celui qui est au pouvoir, mais même, y compris au niveau des partis qui ne sont pas au pouvoir. Donc, cette tendance-là, ce penchant, c'est également quelque chose de négatif qui est en train de naître, mais dont on ne fait pas attention. Voilà. Voilà, ça je peux le citer, mais puisque j'aurai effectivement une intervention de synthèse à faire après, je reviendrai là-dessus. Je voulais tout juste à ce moment-ci, disons, montrer la portée de ce débat sur les institutions. Pour moi, c'est une question très importante. D'abord parce qu'on anticipe, on réfléchit, ce qui n'a pas été fait avant, donc, disons, 91, avant 92, c'est-à-dire avant les élections. Donc, on n'a pas réfléchi sur le pouvoir que nous voulons conquérir. Les réflexions au niveau, donc, des formations politiques, c'était pour conquérir le pouvoir. Mais là, nous avons la possibilité de le faire, de l'initier, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Je suis sûr d'ailleurs qu'il n'y en aura d'autres. Mais ça nous permet effectivement de savoir pourquoi on est passé à côté. Est-ce que c'était évitable ou pas? J'ai tendance à penser que c'était difficilement évitable. Même si ça n'a pas commencé en décembre, disons octobre, novembre, disons 92, je pense que ça devait arriver. Voilà. Donc ça nous donne la possibilité effectivement d'éviter, disons, après, puisque c'est le thème, après M. Sassou Nguesso, d'éviter de reproduire les mêmes bêtises, mais en réfléchissant fondamentalement sur ce qu'il y a eu en 92. Autrement dit, en réfléchissant sur les ratés de la Constitution de 92, puisque
mon ancien responsable pédagogique, à ce moment-là, M. Macronzi, qui avait été prendre la commission constitutionnelle, m'a dit qu'il n'avait pas les mains libres. Et c'est vrai. Je pense que notre cher ami Robert Poitiparou, qui est là, qui était à la conférence nationale, peut le confirmer que l'armature de la Constitution de 90 avait déjà été tracée à la conférence nationale. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Je vais se porter. Je vais laisser la possibilité, effectivement, aux différents participants de dire ce qu'ils pensent, effectivement, disant de ce que devraient être les institutions d'avenir. Je ferai la synthèse et en même temps, je dirai ce que je pense, mais en gros, effectivement, pour donner une idée sur ce que je pense moi, pour les différents intervenants. C'est que mon point de vue personnel, c'est que au-delà, disons, de ce que certains, parce que je pense que la meilleure façon de réussir effectivement ce que l'on veut, c'est de le détailler, de dire, de faire ce que l'on veut comme un code. Parce que là, effectivement, vous allez soulever des problèmes, mais je pense que la première des choses que l'on devrait faire pour les prochaines institutions, c'est de remettre en cause ce modèle-là, qui, à mon avis, fonctionne comme une forme, disons, de guichet unique pour les intérêts étrangers, qui fonctionne comme une forme, disons, de canal privilégié pour le groupe socioculturel auquel appartient effectivement, disons, celui qui est en place. Bref, contrairement à ce que souvent les gens disent, on dit souvent que c'est l'homme fort, ma conviction personnelle, mais ceux qui m'ont écouté savent déjà, ma conviction personnelle, c'est qu'on dit des hommes faibles, qu'on appelle hommes forts, et qui en réalité, pour leur survie, pensent que, effectivement, pour continuer à exercer le pouvoir et pour longtemps, il faut céder, et notamment, disons, aux forces étrangères, et qu'il faut céder aux groupes sociaux, culturels auxquels on appartient. Et c'est exactement là le fond de nos problèmes. C'est là la source, la grande source de nos problèmes dans ces pays-là, les pays africains de façon générale, et principalement des pays comme les nôtres qui sont déjà passés par ce qu'on appelle en général des guerres civiles. Et si on ne trouve pas le moyen pour, disons, remodeler, disons, cette forme, disons, d'exécutif, cette forme de cohérence publique, j'ai bien peur que ce soit l'éternel reconnaissement, j'en ai terminé. Merci monsieur Félix Bankunda-Pelé qui est encore avec nous, donc il pourra répondre à certaines questions en fin de séance. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons l'honneur aujourd'hui parmi nous d'accueillir Madame Aimée Niadi-Mambou, à qui nous allons donner la parole parce qu'elle a des obligations, elle peut partir d'un moment à l'autre. Madame la ministre, vous avez la parole. Surtout que vous revenez, ce n'est pas un secret, droit du Congo-Brazzaville où vous habitez, donc vous pourrez éventuellement nous parler du pays, mais aussi des institutions, comme on l'a présenté, avant que le modérateur ne reprenne la parole pour faire un formulaire. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement de m'accueillir parce qu'en fait, je suis de passage. Hein. Donc, je m'en vais demain, pour tout dire. Mais quand mon neveu m'a dit qu'il y avait cette réunion et que je pouvais y participer, j'ai voulu venir voir un peu où est-ce qu'on en était de la réflexion et de votre point de vue, du point de vue de ceux qui ne vivent pas au quotidien dans le pays, comment est-ce qu'ils voient le pays et qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux. Bon, j'ai écouté ce que vous venez de dire, monsieur. Et mon expérience personnelle, c'est que nous n'avons pas au Congo des militants véritablement engagés. Quand les Congolais entrent au gouvernement, ils oublient d'où ils viennent. Alors, et on a affaire à deux attitudes. Il y a ceux qui ne disent rien, il y a ceux qui ne parlent jamais au Conseil des ministres, qui ne disent rien. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Au fond, on n'en sait rien. Mais les décisions se prennent à partir de ce que les gens ont dit. Donc si vous ne dites rien et que vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, votre point de vue ne sera pas pris en compte.
Je crois que ce qu'il y a chez nous, la grande difficulté, à mon avis, de nos pays, c'est que nous n'avons pas de gens suffisamment courageux pour oser dire ce qu'ils pensent véritablement. Vous avez les gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'osent pas dire, en Conseil des ministres par exemple, je ne suis pas d'accord avec telle proposition, voilà moi comment je vois les choses, voilà ce que je pense. Ils se taisent. Donc on ne saura jamais ce qu'ils pensent. Et c'est la majorité donc qui prend les décisions et qui dit bon voilà, et on va aller adopter, bon on passe à une autre question. Je crois que les uns et les autres, moi je vois ça au pays, les gens ça fait 23 mois qu'ils ne sont pas payés. Et personne ne veut bouger. Ça se dit, 23 mois ils ne sont pas payés, ils ne disent rien. Bon ben, on va continuer. Moi, je ne suis pas sûre que d'ici Noël, les gens seront payés. Et ça fera plus 23, ça en fera 25. Qui ne sont pas payés. Comment vivent-ils? Moi, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je me demande, parce que moi, je ne pourrais pas vivre 25 mois sans avoir un salaire. Mais les Congolais en sont là. Ils vivent 25 mois sans toucher à rien. Et personne ne bronche. Ils se plaignent, ils viennent vous voir, prête-moi, aide-moi, etc. Mais j'ai dit, mais moi, je peux vous donner 1000 francs à l'occasion, jusqu'à 10 000 francs, mais je ne peux pas, moi, tous les mois, donner 10 000 francs à tous les nécessiteux du Congo. Bon, et j'ai dit, c'est à vous de réagir. Ah oui, mais tu sais, bon, on va nous taper. Ben oui, on va nous taper. Et notre problème, il est là. Il faut régler ce problème-là. Et alors, ça, c'est l'attitude du peuple en général. Mais vous avez la même attitude au sein du gouvernement. Il y a des ministres qui n'ouvrent jamais la bouche. Et les députés, c'est la même chose. Moi, j'étais député. Il y a des députés qui ne parlent pas, qui ne disent jamais rien. Et bon, bah, on prend les décisions à la majorité. Celui qui a parlé, bon, bah, s'il n'est contredit par personne, bon, bah, ce qu'il dit est adopté, on passe à autre chose. Moi, je crois que notre problème est là. Et tout ce que vous dites là, bon, ben c'est bien. Mais bon, comment on l'applique au pays? Parce qu'il faut que ça soit relayé sur place. Si on discute et qu'on s'entend d'ici sur un modus vivendi, bon, comment on l'applique au pays? Parce que c'est pas ici que ça se joue, c'est là-bas. Si là-bas, personne n'ose dire ce que nous avons décidé ici, n'ose défendre ce que nous avons décidé ici, ça sert à quoi? On aura perdu du temps, vous êtes là, vous passez des journées entières à discuter, à essayer d'élaborer quelque chose qui ne sera jamais appliqué parce que personne n'aura eu le courage de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors on a une opposition, bah, vous savez ce qu'il faut en penser. Moi je suis aussi d'opposition, mais je ne vais même plus au réunion. Moi je ne vais plus à aucune réunion. Je vous dis franchement, je ne vais plus à aucune réunion. Ça sert à rien. On décide de choses, etc. Et puis lorsqu'il faut les défendre ouvertement, même simplement écrire un article, combien de Congolais vous connaissez qui écrivent des articles dans les journaux? Ben, mais c'est ça. On veut faire connaître notre point de vue, mais il faut avoir le courage de l'exprimer et de le défendre éventuellement. Bon, et très peu de gens ont ce courage-là. Moi, je vous avoue, je suis vraiment désespérée en ce qui concerne le pays. Je ne vois pas d'où viendra le salut. Parce qu'il ne peut venir que de nous, et nous ne sommes pas décidés. Nous ne sommes pas décidés. Ici, on ne risque rien, ici, on peut parler tant qu'on veut. Personne ne viendra nous ennuyer, dire non, nous sortir à coups de cravache, etc. Mais au pays, combien de gens se réunissent? L'opposition, elle est là, mais bon, à la rigueur, on fait encore 1 ou 2 réunions, mais lorsqu'il s'agit de porter sur la place publique les résultats des réunions, vous entendez l'opposition au Congo? On ne s'exprime pas. Et notre problème, il est là. Notre problème, il est là. Le pays ne changera pas tant que les gens n'auront pas le courage d'assumer le changement. Voilà mon avis. Je suis désolée d'être aussi pessimiste, mais c'est le fruit de l'expérience. Moi, c'est des choses que je vis. Hein? Les gens restent 23 mois sans salaire sans rien dire. Bon. Pourquoi voulez-vous que ça sous-paye les salaires? Il les paiera quand il aura envie de les payer, c'est tout. Voilà. Juste avant de terminer, moi j'avais une question à vous poser sur les institutions. Est-ce que vous pensez que le pays qui est le nôtre demain a
besoin d'une institution comme celle de la présidence de la République ou comme le disent certains, il nous faudrait il faut qu'il y ait un chef de toute façon, il faut un chef. différentes. On ne peut pas avoir un pays sans chef. Appelez-le comme vous voulez, mais il faut un chef. Dans une équipe, il faut quelqu'un qui, d'abord, qui fasse l'unité, qui réunisse tous les points de vue, qui soit à la tête. Mais même ici, il y a des présidents. On ne fait pas ce qu'on veut ici. C'est vous qui donnez la parole. Si vous ne donnez pas la parole, on ne parle pas. Donc, partout, il faut un chef. Bon, et un chef, alors, effectivement, il y a des... Moi, je l'ai dit et je l'ai écrit, l'Assemblée nationale ne sert à rien. Le Sénat ne sert à rien. Voilà. Est-ce qu'il faut maintenir le Sénat? Est-ce que, bon, dans l'abstrait, on ne peut pas être contre l'Assemblée nationale. Bon, le Sénat même, moi je crois que même dans l'abstrait, moi je sais qu'à la conférence nationale, j'avais défendu le Sénat. Mais si aujourd'hui j'avais droit à la parole, moi je dirais pas de Sénat. Moi je crois qu'il faut réduire au maximum les institutions et prendre dans ces institutions des gens sérieux qui ont envie de travailler et qui ont le courage de travailler. Il faut avoir le courage aussi de travailler, d'aller à l'encontre des idées reçues. On n'a pas beaucoup d'argent, il faut faire des économies. Où est-ce qu'on met l'argent? Tout le monde ne peut pas en avoir. Moi j'étais ministre de la Culture, mais j'étais la première, moi, dans le gouvernement Sassou. Parce que quand il allait en mission, comment il s'appelle celui qui était ministre des Finances là, pendant longtemps, qui est souvent ici d'ailleurs, Zo Mathias. Il revenait chaque fois de New York en disant le FMI dit qu'il faut faire des économies, il faut réduire le train de vie de l'État. Bon. Et un jour, j'ai pris la parole, j'ai dit c'est bien gentil, j'ai dit il faut réduire le train de vie de l'État. Mais dites-nous, où est-ce qu'il faut couper? Qu'est-ce qu'il faut supprimer, etc. Moi, je suis ministre de la Culture, je suis prête à partir. Silence dans le Conseil des ministres. Personne n'a osé ni appuyer, ni contredire, ni rien. Ça a flotté comme ça pendant 5 minutes, et puis Sassou a repris la parole en disant bon, on passe à autre chose. Bon. Mais écoutez, c'est pas sérieux. Moi, j'ai écrit dernièrement un article dans lequel je disais bon, il faut garder 5 ministères. Il faut garder les ministères les plus importants, et j'en ai énuméré 5. Ça, c'est un point de vue. Lesquels? Bon, il y a des ministères qui sont importants, et puis d'autres. Bon, il faut garder le ministère des Affaires, de l'économie, des Finances, l'éducation nationale, la santé, et puis le 5e, je ne sais plus ce que c'est. Les affaires étrangères. Oui, mais les affaires étrangères, parce qu'effectivement, ça suffit. On n'a pas les moyens d'entretenir 13 ministères. Donc, laissons de côté les choses. Moi, j'ai été ministre de la Culture. Qu'est-ce que j'ai apporté à la culture? Rien. J'ai même jamais mis les pieds dans les endroits les plus culturels. Nous avons un pays touristique. Moi, j'étais ministre du Tourisme. J'ai jamais été dans les endroits où on peut instaurer vraiment un tourisme. Je n'ai jamais mis les pieds. Dans le Nord, là-bas, je n'ai jamais été. C'est après que de moi-même, je suis allée dans le Nord. Étant ministre, je n'y suis jamais allée. Bon, ça sert à quoi d'être ministre du Tourisme si on ne connaît même pas les possibilités touristiques de son propre pays? Je vais dire quoi aux gens? Je vais faire quoi? Rien. Bon, alors supprimons. Laissons, quand on aura les moyens, on verra pour le tourisme. C'est important, effectivement, mais comme tout est important, prenons le plus important. Et le plus important actuellement, c'est la santé, c'est l'éducation, ce sont ces choses-là. Et ça suffit. Les autres, ils font quoi? De toute façon, on ne leur donne pas les moyens de travailler. Ça sert à quoi d'avoir des ministères juste pour payer des ministres qui n'ont rien à faire et qui ne peuvent rien faire? Bon, et c'est ça qu'on n'a pas le courage de dire aux gens. Hein? Alors vous dites qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Bon, c'est gentil de dire il faut apporter des solutions concrètes. On en est là aujourd'hui. Il faut poser des actes concrets. Le reste, c'est du blablabla. Et on parle trop, on fait trop de réunions. On parle trop. Hein? Lorsqu'on parle, il faut déboucher sur des solutions applicables au pays et qui fassent avancer le pays. Hein? Blablater en l'air comme ça, de la culture, des choses, ça ne sert à rien. Hein? On a des peintres qui sont là. Hein? Dans le gouvernement, les gens n'achètent même pas.
Quand j'étais ministre, j'ai organisé plusieurs expositions. Mes propres enfants n'achetaient rien. Il y en a un, il y a un ministre qui a acheté, les autres n'ont jamais rien acheté. Pourquoi organiser des organisations? On les organise pour les blancs qui sont là. Mais il y a de moins en moins de blancs. Hein? C'est eux qui achètent. Les Congolais n'achètent pas. Bon. C'est dommage pour les peintres. Mais de toute façon, je dis, ils exposent devant la poste, ceux qui passent et qui sont intéressés achètent. Bon, les autres n'achètent pas, c'est pas. Sinon, pourquoi organiser une exposition? Voilà, c'est dommage pour certaines choses, mais parce que une exposition, ça donne quand même une visibilité. Mais si c'est juste pour que les Blancs y aillent, les Blancs, de toute façon, s'ils ont besoin de quelque chose, ils sauront où aller. C'est tout. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire, bon, ça on fait, ça on ne fait pas. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais maintenant, quand on a dit qu'on fait quelque chose, ben, il faut le faire aussi. Et il faut donner les moyens de le faire. Hein? On veut que les enfants soient éduqués, mais donnons-leur les moyens. Ce n'est pas dans une classe de 300 élèves que vous allez former des élèves. Hein? Actuellement, le bac, on prend les gens à 7, 8 sur 20. Mais c'est quoi ce bac-là? Merci Maman Niali. En tout cas, on compte sur vous quand on aura, nous, fait la synthèse de nos travaux pour que vous les appliquiez au Congo, en tout cas pour que vous en faites un écho. Et c'est seulement comme ça qu'on peut mais vous faire aussi, avancer lorsque les vous choses. proposez des choses faisables. C'est ce qu'on Ne essaie de rêvez faire. pas, pas tirer des plans sur la comète comme ça. Hein. Vous connaissez nos réalités, partez de nos réalités et proposez des solutions qui puissent et véritablement être mises en œuvre. Merci beaucoup. Merci.